S'il y a quelques-uns d'entre vous qui avaient des questions qui soit touchent le sujet qu'on a parlé aujourd'hui ou d'autres sujets, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre aux questions un peu de compétences. Oui? Oui, j'aimerais savoir, après 2 bonnes années dans les marchés émergents, est-ce que vous pensez que 2011 va être encore une bonne année? En fait, les marchés émergents surperforment, pas simplement au niveau économique, mais on parle de placement dans les actions des sociétés, les marchés émergents surperforment les marchés qui ont déjà émergé pour plus que 2 ans. En fait, l'histoire date d'au moins 8 à 10 ans, qui est en ligne avec la croissance économique de ces pays-là. On a une approche de gestion qui est plus orientée sur les grandes tendances à long terme que les prochains 3 mois. Les marchés émergents sous-performent les marchés développés, en particulier les États-Unis, depuis 3 mois environ, pas par une marge énorme, là, mais quand même de façon significative. Comme n'importe quelle société, ce qui s'applique au marché émergent peut s'appliquer à une société. C'est pas parce que vous avez du alimentation couche-tard de votre compte à partir de 1993 qui est multiplié par 12 en 15 ans, qu'à chaque mois, alimentation couche-tard va faire mieux que l'ensemble des autres sites disponibles en bourse. Vous achetez des tendances à long terme et nous, notre opinion, c'est que collectivement, les marchés émergents ont plus d'opportunités et moins de risques pour les prochains 10 ans que les marchés occidentaux. Donc, c'est ce qui justifie notre enthousiasme pour ces marchés-là. Je pense que l'écart de rendement entre les marchés émergents et les marchés occidentaux va être réduit par rapport aux 10-12 dernières années. L'écart va être encore significatif, mais moins élevé. Il y a 10 ans, on achetait des marchés émergents parce qu'on pensait que la croissance économique allait être supérieure, ce qui a été le cas, puis je pense que ça va continuer à être le cas. Mais on achetait aussi des marchés émergents parce que les multiples auxquels ces marchés-là se transigeaient étaient très escomptés par rapport aux marchés occidentaux. Alors là, c'est plus le vrai aujourd'hui. Les marchés émergents se transigent à des ratios d'évaluation qui ressemblent aux marchés occidentaux. Moi, je pense qu'ils méritent une prime, mais ils se transigent. Donc, la partie du rendement excédentaire qu'on a depuis 10 ans, qui vient d'un pricing, à mon avis, inadéquat, il y a un petit peu moins de ça qui nous aide. Mais je pense que la force des économies de ces marchés-là et la croissance que les entreprises qui adressent ces marchés-là vont avoir dans les prochains 10 ans méritent encore une pondération définitivement très supérieure à ce qu'il y a aux États-Unis, en Europe et au Japon. Et vous regardez la vaste majorité des gestionnaires de portefeuilles d'actions ont encore aujourd'hui 80-85% de leur portefeuille aux États-Unis, en Europe et au Japon. La moyenne dans les marchés émergents, ça inclut la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, on parle de 5-6%. J'ai de la difficulté à croire que tu aimes 16 fois plus les États-Unis que les marchés émergents collectivement. Si tu les aimais, puis les marchés émergents, ce n'est pas 2 de l'économie mondiale, là, ça a un poids, là, dépendant à qui on parle, là, quelque part entre 30 et 40 de l'économie mondiale, la taille. Donc, si tu les aimais pas plus que les États-Unis, juste en termes de pondération de valeur, tu devrais en avoir autant. On n'est même pas là. Oui, Henri. Oui. On a vu dans l'exposé le lien entre l'économie et les décisions politiques à long terme des gouvernements. Dans tous ces marchés-là émergents, il y a des politiques différentes en Chine, en Inde, au Brésil. Donc, si on est un peu plus pointu à l'intérieur des marchés émergents, est-ce qu'il y en a certains dans ceux-là dont on devrait s'inquiéter un petit peu plus de par les tendances politiques qui nous prennent des types de décisions politiques? La question, c'est, il y a un lien, pour ceux qui n'ont pas entendu peut-être dans les coins, il y a un lien important entre la politique et l'économie. Est-ce que dans les marchés émergents, chaque pays a ses propres défis, ses propres opportunités? Alors, c'est sûr que ça motive une gestion qui est différente d'un pays à l'autre. Alors, c'est sûr qu'il y a des risques. Quand on investit en action, on devrait toujours être aussi préoccupé par les risques dans n'importe quoi. Mais je dirais que les marchés émergents c'est sûr qu'ils ont des préoccupations, mais ils ont le bénéfice d'avoir vu les États-Unis puis l'Europe des derniers 30-40 ans. Donc, ils ont pu tester un peu plus qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche à court terme, qu'est-ce qui marche à long terme. On le voit un peu dans les politiques économiques de la Chine puis de certains pays émergents, puis ça explique entre autres pourquoi ces pays-là vont mieux depuis une dizaine d'années après avoir eu des tentatives qui ont été soldées par des ratés dans les années 80 et 90. Je pense que leur technique de gestion économique est plus à point et je serais bien plus inquiet si j'avais à engager quel qui m'inquiète plus, je serais plus inquiété par les politiques économiques aux États-Unis que je le serais par la Chine.
Alors, c'est sûr que chaque pays est différent. La Chine est 10-15 ans en avant, par exemple, de l'Inde au niveau de son développement économique. Son système politique a favorisé une croissance plus importante. C'est plus compliqué de faire aboutir des choses en Inde que celle-là en Chine. Alors, c'est pour ça qu'ils ont pris un petit peu d'avance. Ils sont à un niveau différent. Là, c'est l'investissement qu'il y a eu en infrastructure les 10 dernières années qui a drivé l'économie chinoise. Là, ça va continuer à être fort, mais au prorata, ça va être moins fort. Là, il y a l'émergence d'une classe moyenne. Les salaires augmentent de 10 à 12 par année depuis 10 ans en Chine. Les gens commencent à avoir un peu plus d'argent, commencent à économiser un peu moins qu'ils économisaient avant. Ils épargnent à peu près 40 en Chine. Là, les taux sont plus autour de 30-35 Le taux d'épargne diminue. Les gens consomment d'autres choses que de l'alimentation. Quand tu gagnes 15 sous de l'heure, tout ton 15 sous s'en va à de la nourriture. Si tu gagnes 3 piastres de l'heure, peut-être un petit pourcentage qui est disponible pour d'autres choses que de la nourriture. Fait que ça drive des dépenses de consommation qu'on commence à voir, qu'on ne voyait pas il y a 10-15 ans en Chine. Fait que ça, c'est une affaire. L'Inde est plus au début de ce processus-là. Il y a des pays qui sont gérés de façon un peu plus autocratique, d'autres c'est plus démocratique. Le degré d'avancement est à des stades différents. Puis souvent, c'est reflété dans les prix aussi qu'on paye pour ces titres-là en bourse. D'après vous, quel va être l'impact de ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement sur les marchés financiers? L'impact n'a pas été significatif jusqu'à temps que la Libye soit mêlée à ces problèmes-là. On voit le prix du pétrole a monté d'environ 10 $ le baril depuis 2 jours. Et c'est ce qui impacte, c'est ce qui intéresse plus les marchés quand ça touche le pétrole. L'Égypte n'est pas un producteur de pétrole énorme, ils ont la difficulté à s'autosuffire eux-mêmes. La Libye, c'est un des pays de l'OPEP. C'est pas un gros pays, c'est le 9e plus gros pays parmi les pays de l'OPEP. Ils produisent 1,5-1,6 millions de barils par jour. C'est pas un montant énorme. Je pense que la réaction, la hausse du prix du pétrole de 10 $ le baril depuis 2 jours n'est pas uniquement le reflet de ce qui se passe en Libye, parce que la Libye, c'est pour vrai que les problèmes qui se passent là vont impacter de 10 la valeur ou 15 la valeur du pétrole les prochains 50 ans, mais ça risque d'avoir un effet de contagion. Et si la Libye est affectée, les gens pensent tout à l'Arabie saoudite, il y aura un impact un peu plus important. Puis je pense que dans la réaction des marchés, il y a un peu de ça. C'est bon, quand est-ce que ça va arrêter, puis ça va frapper comme en large. Mais tu sais, je parlais des considérations démographiques. Je pense que ce qu'on voit dans ces pays-là, ça va être la règle plus que l'exception, peut-être pas à chaque jour, là, mais ce qu'il faut réaliser quand on regarde le profil démographique des pays arabes, dans tous les pays du monde, c'est le groupe de pays collectivement où la population est en plus forte croissance, où le pourcentage de jeunes est le plus élevé et le taux de chômage des jeunes est de 20-25 Fait que si vous combinez gouvernement démographique ou autocratique qui existe depuis longtemps, population jeune qui n'a pas de travail, quand tu es jeune, tu aimes ça grossir un peu plus. Alors, ça crée cet environnement-là qui est propice à ce qui se passe là. Fait que qu'est-ce qui est le déclencheur de ça? Ça a commencé en Tunisie, puis j'imagine que ce qui s'est passé en Tunisie a donné du courage à du monde que ça faisait 15 ans que ça leur tentait de le faire en Égypte, puis là, ça a créé un effet de boule de neige. C'est pas tant que ça quand est-ce que ça commence, puis encore moins quand est-ce que ça finit. C'est difficile de le prévoir, mais ça fait partie des 163 préoccupations qu'on a quand on gère les portefeuilles. C'est pour ça qu'on lit beaucoup des gens qui ont le nez collé sur ces situations-là, puis qui connaissent ça pas mal plus que nous, puis on essaie de se faire le meilleur jugement possible, puis de distinguer la panique du court terme, du long terme, puis de voir des effets durables. Puis des fois, il y a des opportunités aussi. Quand les marchés baissent, c'est pas nécessairement mauvais. Des fois, ça nous permet d'acheter des titres qu'on n'aurait pas voulu acheter autrement, et ça nous donne des opportunités. Oui? L'endettement des pays occidentaux avec la problématique de la démographie qui est en mutation importante va créer, de ce que j'ai compris, avoir un impact d'une prochaine crise économique peut-être? Ou c'est quoi le délai que les gouvernements ont à réagir? Puis quand est-ce qu'il va y avoir un correctif selon vous? Voulez-vous le jour et l'heure? Vous, je vais vous le dire parce que vous êtes client chez nous. Mais en secret. Non, c'est sûr qu'il y a un impact majeur, puis ça, c'est comme l'élastique, c'est dire, bon, l'éclatement de la bulle technologique
en mars 2000, elle aurait pu arriver en février 2000, elle aurait pu arriver en juin. C'est comme tirer sur un élastique d'une situation qui n'est pas soutenable, mais elle peut être pas soutenable pendant un petit bout, puis on tire, puis on voit que l'élastique commence à blanchir, mais peut-être qu'il y a encore de la place pour un petit bout, puis à un moment donné, ça revire très rapidement. On l'a vu en 2008. C'est difficile de voir souvent le cataclysme qui fait que l'élastique lâche. C'est une petite affaire de rien. Fait que si le vase n'avait pas été plein, il n'aurait pas débordé. C'était une goutte de plus. Alors, c'est difficile de prévoir ça. Alors, c'est difficile de prévoir le timing de ça, mais on peut prévoir. C'est pas grave quand une situation comme ça se produit, si on l'a prévu un an à l'avance. C'est pas si grave que ça si on était un peu à l'avance. Puis dans notre domaine, c'est mieux d'être un peu à l'avance qu'un peu en retard. C'est toujours le risque qu'on prend comme gestionnaire de portefeuille. Nous, on est préoccupés par les enjeux qu'on a parlé aujourd'hui, puis on a tendance à plus s'en aller un peu plus conservateur à l'intérieur de nos portefeuilles. Puis peut-être qu'on va avoir raison dans un an et demi, mais peut-être que le marché va remonter de 15 pendant ce temps-là. Fait que là, tu ne peux pas en laisser ça à la table tant que ça non plus. Fait que comment tu gères ça? Puis la réponse là-dedans, comme dans d'autres choses, c'est rarement les extrêmes qui ont raison. Fait que tu y vas de façon graduelle, puis on réduit graduellement nos positions en action. Puis si tu le fais graduellement, tu n'as jamais ni parfaitement tort, ni jamais parfaitement raison. Fait que si tu réduis graduellement, si le marché continue à monter, tu te dis, bon, c'est pour ça que j'en avais gagné une partie. Puis le marché se met à chirer, tu dis, ah, vois-tu, on en avait vendu. Okay. Mais il y a une logique à ça aussi. Là. Oui. Les ratios de 20-80 qu'on entend tout le temps, quels sont les éléments qui vous préoccupent et par ailleurs ceux qui vous excitent, 20-80? 20-80 voulait dire que 80 des affaires importantes se passent dans 20 Non, je pense que le défi de l'endettement là, est définitivement, selon nous, le principal obstacle à la progression des valeurs d'actifs pour les 2, 3, 4 prochaines années. On est particulièrement préoccupé par la situation en Europe, par exemple, qui est... le problème qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une crise financière en 2008-2009. La crise financière a affecté l'ensemble du système financier mondial et les gouvernements sur la planète ont pris le problème des finances, pour la plupart des banques, par exemple, ont pris le problème des banques et ils ont pris le problème sur leurs épaules. Quand la province de Québec décide de sauver Tricophile, ça coûte 5 millions ou 10 millions. Même si ça ne marche pas, ça n'a pas un impact sur la province de Québec tant que ça. Mais quand même les États-Unis, c'est quand même assez gros les États-Unis, hein, quand tu veux boucher l'ensemble du système financier américain, la bouchée est grosse à prendre, même pour le gouvernement américain, et c'est arrivé partout dans les différents pays. Alors là, le problème est rendu dans les différents pays. Puis une situation en Europe, le problème avec l'Europe, c'est que pas tout le monde est au même diapason. Il y a des problèmes qui sont plus à court terme, des problèmes qui sont plus à long terme. Les montants d'argent qui doivent être financés sont énormes. Puis contrairement au système bancaire, un peu partout sur la planète, en Europe, les banques prêtent aux pays, au lieu que c'est le marché obligataire, c'est les banques. Alors, par exemple, l'Allemagne, tous les banques de l'Allemagne ont dans leurs actifs à peu près 650 milliards de dollars qui est prêté à la Grèce, l'Irlande, l'Espagne puis le Portugal. Et l'expérience des derniers 30 ou 40 ans montre que quand les pays sont dans ces situations-là, ils ont deux choix. Ils font une de deux affaires. Le temps n'arrange pas les choses, surtout quand l'économie croît à moins 5 par année, même à 0 à 2 le temps n'arrange pas les choses, ça l'empire les choses. Fait qu'il y a deux choix. Ou bien tu fais un défaut sur ta dette, ou bien tu dévalues ta devise. Le problème en Europe, c'est qu'ils n'ont pas encore décidé de faire ça. Puis la Grèce n'a pas sa propre devise. Fait que, ou bien ils sortent de l'Europe, ils dévaluent. Puis si toi, tu avais 100 d'euros qui t'était dû, tu te ramasses avec 50 sous, 60 sous. L'expérience des derniers 20 ans, il y a eu, je pense, une quarantaine de cas de pays qui ont fait défaut. Et le haircut, qu'on appelle dans notre jargon, là, on vous donne un montant pour votre 100$. Là. La moyenne, c'est 46 Fait que mettons que ça serait 25 juste sur l'Allemagne, c'est 25 de 650 milliards. Ça, c'est juste l'Allemagne. Ça. Là, tu espères que le gouvernement allemand est assez riche pour bloquer le trou et aider. Puis il y a des chances que ça arrive. Il y a des pays qui n'ont pas ce luxe-là. Alors, moi, je pense que ça va arriver. Puis il y a énormément de financements qui sont dus dans la prochaine année ou deux. Le problème de la Grèce, il ne s'est pas réglé, puis l'Irlande ne s'est pas réglé. C'est les banques européennes qui ont bouché le trou, puis ils ont dit, bon, au lieu de te financer à 12-13 ça n'a pas de bon sens, tu n'en verras pas où. On va emprunter, nous, à 5-6, puis on va te prêter à 7. Donc, ça réduit le coût d'emprunt. Mais puis les pays sont pris dans une situation où leur niveau d'endettement est très élevé, que même si tu coupes les dépenses, tu coupes les incitatifs fiscaux, etc.,
ce que ça fait, c'est que ça ralentit ton économie, puis tu ne peux pas ralentir tant que ça parce que tu as besoin d'entrée fiscale pour réduire ta dette. Fait que c'est comme damn if you do, puis damn if you don't.